Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo on va parler des relais. Alors les relais, il y en a de formes, de tailles, de puissances différentes. Vous verrez qu'il existe plein de familles de relais qui portent des noms parfois assez biscornus et donc on va essayer de dépouiller tout ça. On va étudier les différentes familles, pourquoi est-ce qu'on va plutôt choisir telle famille que telle famille. On va parler des relais latching, donc des relais si vous voulez bistables. Et on va parler aussi des datasheets, donc l'analyse d'un datasheet de relais pour voir justement quelles sont les caractéristiques importantes dont on devra tenir compte lorsqu'on va choisir un relais. Alors un relais, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un petit composant bien souvent électromécanique, mais parfois purement statique, qui va permettre avec une petite puissance de commander une puissance plus importante. Donc par exemple avec 5 volts quelques milliampères, on va pouvoir commander 25 volts avec plusieurs ampères. Si ce n'est déjà fait, merci de vous abonner à la chaîne et de me laisser un petit commentaire dans lequel vous me dites ce que vous pensez de ce genre de vidéo. D'ici là, je vous souhaite une bonne visite. Voyons tout d'abord les différents types de relais qui existent. Alors je vous ai dit dans l'introduction de la vidéo qu'il y avait plusieurs familles. Alors on a d'abord la famille qu'on appelle SPST, donc vous avez une bobine et un contact. Ensuite vous avez le DPST, une bobine et deux contacts, simple. Vous avez le SPDT, donc vous avez une bobine et un inverseur. Et le DPDT, une bobine et deux inverseurs. Et vous avez aussi ce qu'on appelle les relais latching. Donc latching veut dire qu'il y a une mémorisation. Donc vous avez deux bobines. Une bobine, vous envoyez une impulsion, vous fermez le relais. La deuxième bobine, vous envoyez une impulsion, vous ouvrez le relais. Il existe aussi des relais latching avec une seule bobine. Donc vous envoyez une impulsion dans la bobine, le relais se ferme, vous envoyez une deuxième impulsion, le relais s'ouvre. Alors au niveau de la présentation, donc de la forme, vous avez des relais, par exemple ici c'est les relais qu'on utilise beaucoup en automobile. En général c'est des relais 12 volts ou 24 volts si c'est pour les poids lourds, avec un pouvoir de rupture qui est toujours compris entre 10 et 20 ampères. Vous avez aussi les tout petits reed relais, donc ça ressemble à un bloc électronique. C'est présenté exactement de la même façon, mais c'est un relais. Dans le même encombrement, vous avez les relais qu'on appelle DIL, donc les DIL, c'est Dual Inline, donc c'est le même encombrement qu'un bloc électronique, mais en fait il est beaucoup plus haut et c'est un relais. Et vous avez le même, mais en latching, donc là vous avez deux bobines, une bobine pour activer, une bobine pour relâcher. Vous avez aussi les relais qu'on appelle plug-in, c'est-à-dire qu'ils ont des petites pattes aplaties et c'est prévu pour être mis dans un support. Alors vous devez faire attention si vous utilisez les relais plug-in, c'est que parfois dans les supports, la diode de roue libre est inclue. Alors dans ce cas-là, évidemment, il va falloir faire attention aux polarités de commande du relais. Mais on verra le diode de roue libre un peu plus tard dans la vidéo. Vous avez aussi ce qu'on appelle des contacteurs. Alors là, ce sont des relais de composition beaucoup plus importante, donc qui peuvent couper des dizaines, voire des centaines d'ampères. Et vous avez aussi toute la famille des relais RF. Donc je vous ai mis ici, par exemple, un exemple de relais RF 40 GHz avec des connecteurs SMA. Alors, je reviens sur les relais DIL. Donc, en général, sur les relais DIL, vous avez sur le dessus du relais un petit dessin qui représente le câblage du relais. Donc comme vous voyez ici par exemple, c'est un latching, donc vous avez deux bobines et vous avez les deux inverseurs. Mais ce que vous devez faire attention, c'est qu'il est indiqué, lorsque ce petit dessin apparaît, il est indiqué sur le relais bottom view. Bottom view, ça veut dire que c'est vu par en dessous. Si vous regardez un peu le relais, donc vous avez la petite marque blanche qui vous dit, ici c'est la patte numéro 1, et vous voyez la patte numéro 1, elle est marquée comme étant celle qui se trouve là-bas. Donc la patte numéro 1, qui est en fait la bobine 7
plus, ce sera cette patte-là. Et la pin numéro 2, ce sera cette patte-là, et ainsi de suite. Donc faites bien attention lorsque vous voyez ce petit schéma sur un relais, c'est toujours vu de dessous, et pas vu de dessus comme il est représenté là. Voici quelques infos complémentaires concernant les différentes familles de relais. Alors vous avez d'abord la famille SPST qui veut dire Single Pole, Single Throw. Ça veut dire que vous n'avez qu'un seul pôle et une seule direction. Donc dans ce cas-ci, c'est un normalement ouvert. Vous avez ensuite la famille DPST. Là, vous avez Double Pole, Single Throw ou Simple Throw. C'est-à-dire que vous avez deux canaux, mais toujours une seule direction, donc simplement normalement ouvert. Vous avez ensuite le SPDT, Simple Pole ou Single Pole Double Throw, c'est-à-dire que vous avez un seul canal, mais deux directions possibles, normalement fermé, normalement ouvert. Et le plus courant, c'est le DPDT, là vous avez Double Pole Double Throw, c'est-à-dire que vous avez deux canaux, avec deux possibilités, donc deux directions, normalement fermées, normalement ouvertes. Dans la famille des relais latching, donc latching veut dire qu'il a deux états stables, c'est-à-dire qu'il peut être maintenu fermé ou maintenu ouvert. Vous envoyez une impulsion sur la bobine S, donc qui est le 7, vous fermez le relais, donc vous activez le relais. Vous envoyez une impulsion sur la bobine reset, vous relâchez le relais. Et au niveau des contacts, les relais latching peuvent être équipés de un inverseur, deux inverseurs, voire même dans certains cas des contacts simples. Alors il existe aussi des relais latching avec une seule bobine. À ce moment-là, vous envoyez une impulsion sur la bobine, vous fermez le relais, vous envoyez une seconde impulsion, vous ouvrez le relais. Au niveau des contacts, la normalisation donc des contacts, c'est pour un contact qui est fermé lorsque le relais est au repos, c'est NF en français, qui veut dire normalement fermé. En anglais, ce serait NC pour normally closed. Et vous avez le contact NO pour normalement ouvert. En anglais, ce serait NO, normally open. Pour l'expérience qui va suivre, j'utilise un relais Omron G6A. Alors, on verra le datasheet de ce relais un peu plus tard dans la vidéo. Je l'alimente à partir d'une tension continue de 12 volts à travers un interrupteur. Et j'y ai mis une petite LED simplement pour visualiser son état. Mais elle n'a absolument aucune influence dans l'expérience qu'on va faire. Et ensuite, je branche l'oscilloscope en parallèle sur la bobine du relais. Dans le premier cas, je ne mets pas de diode de roue libre. Et dans le deuxième cas, donc dans la deuxième partie de l'expérience, je mettrai une diode de roue libre, un N4148, en parallèle sur la bobine du relais. Alors faites attention aux polarités de la diode, ne la mettez pas dans l'autre sens, parce que sinon, quand je ferme l'interrupteur, on court-circuite l'alimentation. Voyons maintenant cette petite expérience. Alors, comme je le dis dans la présentation de l'expérience, dans cette première partie, je n'ai pas mis de diode de roue libre en parallèle sur la bobine du relais. On voit que le relais est alimenté avec une tension de 12 volts, donc ici on a 20 volts par carré. Et voyons ce qui se passe quand on coupe le relais. Alors, on voit apparaître des impulsions d'une tension qui est relativement importante, parce que si on considère qu'il y a 20 volts par carré, ça fait 20, 40, 60, 80, 100, 120 volts. On a plus de 120 volts vers le bas qui apparaissent lors de la coupure. Deuxième partie de l'expérience, maintenant j'ai installé une diode de roue libre, donc un N4148, en parallèle sur la bobine du relais. Alors, je coupe l'alimentation du relais. Et là, on voit qu'on a simplement la tension qui tombe à zéro. On n'a plus toutes ces crasses qu'on avait précédemment. Pour résumer l'expérience qui vient d'avoir lieu, donc je répète, dans le premier cas, je n'ai pas de diode de roue libre. Dans le deuxième cas, j'ai monté une 4148 en parallèle sur la bobine du relais. Alors bien entendu, attention à la polarité de la diode, ne la mettez pas à l'envers, sinon vous court-circuitez l'alimentation.
Dans le premier cas, donc sans diode, on avait vu qu'on avait des impulsions de tension très importantes au moment de la coupure du relais, plus de 120 volts, puisqu'on voit ici que le graphe essaye de sortir du cadre de l'oscillo. Et dans le cas où on a installé une diode de roue libre, eh bien on voit que l'alimentation passe simplement de plus 12 à 0 volts. Donc c'est un intérêt certain que de placer cette diode de roue libre chaque fois que vous allez utiliser un relais. Et je dis bien à chaque fois que vous allez utiliser un relais. Parce que imaginez qu'à la place de l'interrupteur qui va commander le relais, vous ayez un transistor ou la sortie d'un bloc logique ou d'un microcontrôleur, etc. Imaginez cette pointe de tension qui fait plus de 120 volts d'amplitude, qui va se retrouver aux bornes du semi-conducteur, il ne va pas du tout apprécier. Donc vous risquez de perturber son fonctionnement, voire même de le détruire. Donc rappelez-vous, chaque fois que vous utilisez un relais, n'oubliez pas de mettre la diode de roue libre en parallèle sur sa bobine. Alors voyons ensemble un exemple de datasheet de relais. Donc j'ai pris le relais Omron, c'est la marque, avec le modèle G6A. Alors ce relais, c'est un DPDT. Et vous avez trois possibilités de commande, soit une bobine normale, soit un latching avec une seule bobine, soit un latching avec deux bobines. Au niveau des tensions d'alimentation, vous avez des relais qui sont conçus pour être alimentés en 3 volts jusqu'à 48 volts, avec différentes tensions. La tension que vous devez mettre pour activer le relais, donc la tension minimum que vous devez mettre pour activer le relais, est de 70% de sa tension nominale. Et la tension doit tomber en dessous de 10% de 12 volts pour le désactiver. Ensuite, si vous prenez un relais latching, eh bien dans les deux cas, donc pour les deux bobines, vous devez mettre 70% de la tension nominale du relais. Au niveau des pouvoirs de coupure, maintenant, tout d'abord, si c'est une charge résistive, vous avez 0,5 A avec une tension maximum de 125 volts en courant alternatif ou 2 A avec une tension maximum de 30 volts en courant continu. Et donc le relais est capable dans ce cas-là de sectionner 2 A. Par contre, si vous avez une charge inductive, donc si vous voulez couper un électroaimant, un petit moteur, etc., là vous n'avez plus que 0,3 A sur une tension max de 125 volts en alternatif, ou 1 A avec une tension max de 30 volts en continu. Et donc le pouvoir de coupure du relais avec une charge inductive est de 1 A maximum. Ensuite, au niveau des temps de commutation, donc il est prévu pour être commuté en un temps de 5 millisecondes maximum. Le constructeur dit qu'en général vous avez de l'ordre de 3 millisecondes, c'est le temps de commutation. Et au niveau du set et reset, donc si vous prenez un relais bistable, donc latching, vous devez envoyer une impulsion de 10 millisecondes minimum pour que le relais accepte le basculement. Donc soit dans un sens set, soit dans l'autre sens reset. Voilà, donc ceci clôture les informations les plus importantes que vous avez besoin de connaître lorsque vous allez utiliser un relais. Maintenant, libre à vous de creuser un peu, d'aller voir quelles sont les autres informations qui sont disponibles sur la datasheet. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Alors, je n'ai pas la prétention d'avoir tout dit sur les relais, bien loin de là. C'est un composant qui paraît relativement simple, mais comme vous avez pu le voir, il n'est pas aussi simple que ça. Mais si vous devez retenir une seule chose de cette vidéo, n'oubliez pas de mettre la diode de roue libre quand vous utilisez un relais. Et surtout s'il est commandé par un semi-conducteur. D'autre part, j'ai créé une page YouTube il y a quelque temps sur laquelle je peux apporter des informations complémentaires à telle ou telle vidéo ou simplement des erratums. Je peux aussi y faire un espèce de référendum, donc vous demandant est-ce que vous préférez ça ou ça ou ça. Mais pour que vous soyez informé et que vous puissiez donc consulter les différentes informations que je mets sur cette page, ou pour pouvoir participer à ces référendums, vous devez vous abonner à cette page. Il ne suffit pas de dire j'aime la page, donc avec le petit pouce bleu ou un truc comme ça, vous devez vous abonner à la page de manière à être informé lorsque j'y publie quelque chose de nouveau. D'ici là, je vous souhaite bonne réussite dans vos projets et à bientôt pour une autre aventure.